Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique collection. Dirigé par Aline Caillet, Dominique Château et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Marly Boulcao, Promenade brésilienne dans la poétique de Gaston Bachelard, 2010. Sylvain Tousseul, Les principes de la pensée ou la philosophie immanentale, 2010. Raphaël Beaudinfontainha, L'éthique de Kropotkin, 2010. Arnaud Tripet, L'éveil et le passage. Variations sur la conscience, 2010. Stanislas Rbaaleke, Éthique, espérance et subjectivité, 2010. Faten Karoubouchoucha, Spinoza et la question de la puissance, 2010. Arnaud Rosset, Les théories de l'histoire face à la mondialisation, 2010. Jean Pivnica, L'homme imaginaire. Essai sur l'imagination, 2010. Dominique Leveyenberg, Le faune revisité. Figure du souhait dans l'après-midi d'un faune de Mallarmé, 2010. Céline Mortettimaqua, Bacchus de la civilisation pompéienne au monde médiéval, 2010. Michel Fattal, Saint Paul face aux philosophes épicuriens et stoïciens, 2010. Jean Morel, Kierkegaard et Heidegger. Essai sur la décision, 2010. Sylvia Mattei, Voltaire et les voyages de la raison, 2010. Jacques Steiwer, Vers une théorie de la connaissance systémique, 2010. Francis Hutcheson, Épistémologie de la morale, Illustration sur le sens moral, 1728. Correspondance entre Gilbert Burnet et Francis Hutcheson, 1725. Réflexion sur le rire et remarques sur la fable des abeilles, 1725 à 1726. Avant-propos, introduction et traduction inédite de l'anglais de Olivier Abitboul, 2010. Yvem AYZAUD, Personne, Communauté et Monade chez Husserl, 2010. Susanna Lindberg, Heidegger contre Hegel, Les irréconciliables, 2010. À celle qui est partie. Exorde. Un chagrin d'amour d'une excessive cruauté ayant présidé au déclenchement logique de cet essai, je ne prendrai pas dans ce préambule la pose du philosophe assuré d'avoir réussi à domestiquer ses passions sous le fouet des concepts. Ni non plus ne céderai aux démons des lamentations romanesques propres au genre de l'auto-fiction. Je ne raconterai donc pas ici les péripéties dramatico-grotesques de ma déception amoureuse, mais chercherai bien plutôt à décrire, ou à mettre en scène sur la page, une sorte de thérapie par la pensée, processus mental saugrenu grâce auquel j'ai finalement échappé à la solution trop séduisante et trop facile de l'autodestruction. Au sein de l'intimité la plus douloureuse, dans la plus radicale solitude, j'ai découvert l'oasis intellectuelle d'un observatoire des comportements humains. Dans l'œil cyclonique du tourbillon amoureux, généralisant spontanément mon cas pour le supporter, j'ai transformé mon besoin infini de consolation en obsession épistémologique. Cherchant à dresser l'inventaire des consolations par le divertissement, j'ai mis à jour une solidarité d'espèce inattendue entre les deux concepts, divertissement et consolation. Ayant choisi de me divertir pour me consoler, j'ai été heureusement surpris d'aborder la terre promise du nous, en m'enfonçant dans le désert du jeu. Si l'impulsion de cette recherche a bien été d'ordre affectif, je n'en ai pas pour autant travaillé sans méthode. Je me suis inspiré de Robert Musilin, pour qui l'essai n'est pas quelque chose qui suppose du relâcher dans un domaine où le travail exact est possible, mais le comble de la rigueur accessible dans un domaine où le travail exact est impossible. Musil décrit le champ de l'essai d'une manière contradictoire. L'essai a sur un de ses côtés le domaine du savoir, de la science, et sur l'autre le domaine de la vie et de l'art. L'essai ne fournit pas de personnages comme le roman ou le théâtre, mais un enchaînement de pensées réglées par un raisonnement logique.
L'essai ainsi conçu convient à l'amoureux et conduit, car il invente une solution globale à travers le témoignage et l'enquête. Travail intellectuel intense pour masquer l'intensité de la douleur psychique, effort de pénitence qui est à la fois divertissement et consolation. Y divertir et consoler. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, la compensation de leur liberté ravie, les instruments de la tyrannie. Étienne de la Boetie 2. 1. Seuil. Nous voulons être divertis. Se divertir, c'est s'abstraire, s'évader, se mettre à distance. Pour oublier, pour se cacher, pour se mentir, pour fuir une vérité trop difficile à supporter, pour se réfugier dans une passivité béatement heureuse, dans l'idiotie ludique d'une suspension qui est aussi dispersion, gaspillage, absence. Loi du monde autant que règle de l'âme, le besoin de divertissement confère à la civilisation marchande sa forme ambivalente de société du spectacle. Après avoir établi l'universalité du divertissement, Blaise Pascal en formule la plus sévère critique et lui oppose le pari de la consolation chrétienne. Par le moyen du divertissement, la marche des siècles fait basculer la consolation dans la laïcité. Le mythe chrétien s'efface lentement devant le divertissement généralisé, dont le pouvoir consolateur satisfait aussi bien l'instinct d'évasion que le désir de joie des individus mondialisés. La culture se substitue à la religion et remplace le sacré par la synergie dialectique du divertissement et de la consolation. La volonté d'être diverti est à la fois innée, biologiquement déterminée, et socialement construite par la culture dans le jeu ambigu d'une diversité mythifiante. Le divers divertit et fait diversion, occultant le caractère unifié et univalent de l'ordre mondial. L'apothéose du divertissement correspond à l'exploitation politique optimale du psychisme humain. Génie maléfique de l'espèce, l'homme utilise contre lui-même ce qui le constitue. Dans l'histoire du lien humain, le besoin de divertissement se manifeste dès la scène primitive de la consolation, avec le premier sourire du premier enfant répondant à un geste de tendresse de la mère. L'exemple de l'enfant montre que se divertir, c'est aussi rire, jouir sans arrière-pensée, s'abandonner consciemment au plaisir. C'est pourquoi le divertissement consolateur ne se réduit pas à une aliénation, il exprime et réalise aussi notre aspiration au bonheur. En tant qu'exigence du cœur et de l'esprit, le divertissement est un trait spécifique du vivant, qui légitime l'existence humaine d'un point de vue strictement immanent. D'où la violence intégriste de la condamnation pascalienne. Mais la nature contradictoire du divertissement rend sa critique ambiguë, et son rejet total impossible. N'est condamnable que son usage social comme méthode d'asservissement. Bien que gravement perverti par le divertissement mondial, l'acte de vivre ne paraît pas concevable sans divertissement. Le modèle noir d'une société sans divertissement est le camp d'extermination, invention majeure d'un XXe siècle soumis à des forces primitives de régression aux conséquences effroyables. La critique du divertissement ne doit pas conduire à sa négation, mais à l'analyse de sa possible inscription harmonieuse dans l'ordre humain. Nous voulons de plus être consolés. Nous aspirons passionnément à la consolation. Deuxième face, consubstantielle et complémentaire d'un même vouloir. Moins spectaculaire et le plus souvent inavoué, le besoin de consolation présente les mêmes enjeux politiques et philosophiques que le divertissement. Pour le pouvoir, il serait suicidaire de ne pas divertir et consoler la majorité de perdants et de vaincus que sécrète une société profondément inégalitaire dans son principe économique. D'où l'universalité sidérante du besoin de consolation, que l'écrivain suédois Stig Dagerman III décrit comme impossible à rassasier. Mais la production mondiale de la détresse n'est pas une fatalité, elle résulte d'un schéma d'histoire articulé à certaines données biophysiques du psychisme. Nous verrons plus bas que Stig Dagerman, hypnotisé par les abîmes du cœur humain, néglige la dimension d'objectivité sociale de la consolation, qui est moyen de gouverner autant que le divertissement. De quoi a-t-on besoin d'être consolé ? De la défaite, de la déception, de la peine, de la pauvreté, de la perte du sens, du caractère non créateur de l'existence commune, de la peur du présent, des questions non résolues qui nous hantent, du simple fait d'exister.
La liste est sans fin. Tout en nous pliant à ces lois, nous pressentons les limites de la consolation, nous la devinons paradoxale. La consolation s'autodétruit, se nie elle-même dans le moment où elle s'accomplit. Cela favorise notre propension à la duplicité. Nous voulons être consolés et nous refusons la consolation. Nous sommes doubles, nous cherchons le bonheur en espérant trouver la force de rester inconsolés. Réalisée le plus fréquemment sur le mode du divertissement, la consolation généralisée s'avère aussi nécessaire qu'insuffisante. Elle agit d'une part comme un leurre, car il n'existe pas de consolation complète et définitive, et d'autre part comme une censure, la consolation servant à empêcher l'expression du besoin d'inconsolation. La consolation est aussi bien vaccin de la révolte qu'anesthésiant de la pensée créatrice. Qui pourra jamais se consoler d'Auschwitz et d'Hiroshima ? L'écrivain italien Primo Levi, ancien déporté, se suicide inconsolé après avoir exprimé sa honte d'appartenir à l'espèce humaine. Son geste révèle qu'histoire et vie privée obéissent aux mêmes règles. Chacun sait que la perte d'un être vraiment cher laisse à jamais sans consolation. Nous claudiquons et balbutions dans l'éternel retour du besoin, dans le cycle politique et psychologique de la satisfaction toujours à nouveau insatisfaite. La consolation est une tromperie, mais l'acte de vivre ne paraît pas concevable sans consolation. Seule une société parfaite, forme suprême de la consolation, mettrait peut-être fin à la longue servitude des consolations. Mais où trouver les fondements d'une société parfaite ? Dans nos rêves, dans nos cœurs, dans nos cerveaux ? Ou peut-être dans les arcanes les plus secrètes de notre besoin de consolation, qui recèle en son centre le trésor oublié d'une aspiration à l'utopie. Le divertissement mondial est le masque consolateur de la philosophie misanthropique du capitalisme universel. La société marchande ne perdure qu'en dissimulant le mensonge de son essence homicide, sous le rideau du divertissement consolateur. Divertissement et consolation se révèlent les vecteurs connexes d'un mode nouveau d'aliénation, indispensable à la perpétuation de la violence constitutive de l'ordre provisoire qui menace le monde d'épuisement écologique et de destruction nucléaire. Sous le signe de l'apocalypse déguisé en fin de l'histoire, publicitaires et philosophes prostituent leur pouvoir imaginaire et font proliférer le cancer de la fausse conscience. Une part majeure de l'inventivité humaine est dévoyée vers la production des innombrables figures du travestissement de la réalité. La vieille culture humaniste, source et origine de la liberté, sert de caution et d'instrument pour l'asservissement général. Un obscurantisme très cultivé tient lieu d'encyclopédie des certitudes pour la nouvelle intelligentsia planétaire. La civilisation du progrès tend à s'inverser en barbarie sophistiquée. L'apothéose néolibérale réactualise paradoxalement l'ancien dilemme philosophique de l'existence du mal. La disparition de l'Union soviétique, bouc émissaire des tares de l'Occident, a libéré les esprits du poids d'un mensonge trop commode. On commence à percevoir que l'empire du mal n'est peut-être pas celui qu'on croyait, et que c'est lorsqu'il agit dans l'histoire sous les masques du beau, du bon et du vrai, que le mal connaît sa plus grande efficacité. Sous la positivité ostentatoire des discours et des spectacles, triomphe la négativité anti-humaniste d'une société brutale composée de classes sociales de plus en plus inégales et antagoniques. La victoire sans partage de l'homme capitaliste minoritaire s'accompagne partout d'une défaite prodigieuse de l'humain majoritaire. Les processus de consolation par le divertissement ont trait le plus souvent à la question du temps. Il semble désormais impossible de vivre dans le présent. On navigue à vue entre passé et futur sans transiter par le présent, entre musée et commémoration, futuroscope et institut de prospective, entre nostalgie consolatrice et divertissement novateur branché. Entre tradition et projection, gestion des stocks et nouveaux marchés, pas de place pour l'aujourd'hui de l'homme. La société civile est déphasée, décalée, dérythmée, soumise à la confusion des vitesses et à un bombardement d'images accélérées qui la sépare d'elle-même et interdit toute maîtrise à ses membres affolés. Divertissement et consolation ferment à l'humanité les voies d'accès au hic et nunc. Dans chacun de ses actes, dans chacune de ses pensées, l'individu mondialisé est toujours trop tôt ou trop tard. Les seuls actes en phase sont l'achat et la vente, des objets, des corps, des pensées, des âmes. La possession devient dépossession, la liberté servitude, la démocratie se transforme en marché totalitaire,
Le mensonge passe aisément pour la vérité, les valeurs s'avèrent indécidables dans le chaos rationnel du monde administré. En proposant une explication audacieuse à l'énigme du mal dans l'histoire, Étienne de la Boétie ouvre une perspective critique qui n'a pas encore été entièrement explorée. Pour l'ami de Montaigne, le mal, c'est le pouvoir sous la forme de la domination qui a servi. Le pouvoir n'existe et ne perdure que par l'assentiment actif de ceux sur qui il s'exerce. J'essaierai de montrer dans cet essai que le jeu du divertissement et de la consolation n'a pas d'autre fonction que celle de renforcer le vieux mécanisme de la servitude volontaire. Les portes de notre liberté possible sont ouvertes depuis des siècles, et nous nous tenons obstinément sur le seuil. La servitude volontaire n'est pas innée, mais sans cesse réapprise. Cette malédiction qui nous entrave est une construction historique. Volonté factice, scandaleuse, volonté négatrice de la volonté, dilemme primordial sur lequel butent des millénaires de philosophie. 2. Une genèse de l'humanité. Un enfant pleure. Une musique prémusicale troue le silence. De stridents aigus traversent les murs et les peaux. En des spasmes anarchiquement harmonisés, le corps parle la langue directe du besoin. La diversité infinie du sens se réduit brutalement à un seul signe, central, fondamental, où s'exprime la nécessité impérieuse du lien humain. Par l'élémentaire détresse du cri déformant le visage en masque grotesque, par l'agitation aléatoire des membres, tout l'être en devenir manifeste une demande exorbitante de consolation. La mère y pourvoit sans délai par un divertissement, produit de son imagination physique et spirituelle. Elle tire l'enfant du chaos du chagrin en inventant des fables, des jeux, des chants, des gestes, des caresses, des postures, des souffles, un langage au-delà du langage. La mère déesse fait danser ses mains en interpellant doucement l'enfant. Sur la scène de ses bras, elle distribue ses doigts en personnages merveilleux. L'enfant ouvre un œil, le referme, l'ouvre à nouveau et passe progressivement du cri au sanglot. Comme il fait mine de retourner au désordre des larmes, la mère entame une ritournelle. Ainsi font les petites marionnettes. Musique contre musique d'avant la musique. L'enfant se laisse bientôt envoûter par les rotations régulières des mains magiciennes. Il cède à l'infinie patience du chant répétitif. Puissance de la douceur. Le divertissement fait diversion. La mère chasse le chagrin du corps de l'enfant et dans le même mouvement de remontée lui restitue l'usage de l'esprit. Dans son geste consolateur se joue à la fois le commencement de l'art et la jeunesse de l'humanité de l'homme. Pour consoler un enfant qui pleure, il faut inventer la culture. Le langage sans mots des pleurs de l'enfant fait directement écho au tohu-bohu primordial invoqué par les récits de l'origine du monde. Dans l'éclat pathétique de leur dissonance, spasmes et sanglots constituent à la fois un bruit d'alarme et un chant paradoxal. La mère sait interpréter ce désordre signifiant comme aveu de dépendance, appel à l'aide, demande d'amour. Par l'instinct autant que par l'intelligence, elle comprend parfaitement l'incompréhensible. Pour faire revenir l'enfant du monde univalent du chagrin, la mère, semblable en cela au Dieu de la Genèse, doit recréer la diversité du monde autour de l'enfant en séparant les éléments primordiaux. La lumière et les ténèbres, le haut et le bas, la forme et la matière, le principe actif et le principe passif. La reconstruction du monde à partir du chaos du chagrin représente la variété la plus élémentaire de la consolation. Consoler, c'est toujours reconstruire un monde détruit. L'enfant peut pleurer pour diverses raisons, parce qu'il a faim, ou mal quelque part en réponse à un cauchemar parce qu'il est contrarié. Celui qui n'est pas impliqué dans le réseau affectif d'une famille ne perçoit dans les pleurs d'un enfant qu'un même bruit uniformément désagréable. Seule l'oreille attentive de la mère peut distinguer la cause précise des larmes dans le naufrage expressif des pleurs. Un nourrisson qui hurle de faim trouve l'apaisement immédiat dans le téton d'un sein ou dans l'embouchure d'un biberon. La simplicité d'exécution de l'allaitement maternel tente à le transformer en modèle de consolation, et on l'applique parfois abusivement à des chagrins autrement plus complexes que la faim. D'où une confusion originaire malheureuse entre la consolation et la satisfaction des besoins élémentaires. Le phénomène de la consolation s'origine donc dans un paradoxe. Étancher sa soif ou apaiser sa faim n'est pas vraiment une consolation, et cela constitue néanmoins, à partir des expériences de l'enfance, le modèle de toute consolation.
L'enfant qui pleure accomplit un voyage non organisé au pays de la solitude. La douleur agit d'une manière profondément antisociale. Elle isole, sépare, éloigne, enfonce l'individu en lui-même. Toute communauté fondée sur la souffrance partagée ne constitue pas une solution. Elle se révèle bientôt provisoire et factice. Des enfants qui pleurent ensemble n'échappent pas au sentiment d'isolement, ni aux besoins strictement individuels de la consolation. Pour rétablir le lien momentanément rompu avec le monde, il faut plus que de la compassion. Le besoin de consolation engendre la nécessité d'un processus civilisateur. Les pleurs de l'enfant créent une demande d'innovation dont on retrouve la trace à l'origine de tout ce que l'homme invente. En rétablissant le lien, la consolation oblige l'enfant à revenir de son voyage solitaire dans la détresse, elle l'incite à rentrer dans le giron de la communauté. Entre le néant des larmes et l'être du sourire, la mère s'interpose en médiatrice. Dans ce rôle de passeur, la puissance de son imagination est tout entière au service de la consolation. La capacité de fiction de l'amour maternel est le premier vecteur de culture des civilisations. Les grands créateurs de l'histoire humaine, les savants, les artistes, les génies, les êtres d'exception sont les mères consolatrices du genre humain. L'enfant qui pleure se confond avec un pur sentir. L'inconsolé n'est plus que sensation. La consolation par le divertissement le ramène vers le penser, vers la perception organisée. Le processus de la consolation permet à l'enfant de rétablir le fonctionnement de ses sens court-circuités par le chagrin. Ses yeux s'ouvrent, il entend à nouveau, il tend les bras à qui le console. La lente patience de l'amour maternel augmente la vitesse de la consolation. Le divertissement consolateur provoque une nouvelle naissance au monde. L'enfant circule très vite sur l'arc entier des affects et revient dans la patrie du lien. Fulgurant est son mouvement de retour, stupéfiante sa capacité de passer des pleurs au rire en un instant. Ces pulsations entre chagrin et consolation apparaissent comme hautement formatrices. Elles façonnent le dessin premier de la mémoire et favorisent la construction de l'intelligence émotionnelle. L'enfant devient lui-même à travers le mouvement répété de la douleur vers le plaisir, de la souffrance vers l'absence de souffrance. L'équilibre de sa personnalité dépend de la qualité de ses retours et de l'intensité des consolations vécues, dont le souvenir latent va constituer son capital de confiance dans l'espèce humaine. À travers le processus de la consolation se produit, se détermine et se construit l'humanité de l'enfant. L'exemple d'une fiction créée par les mains d'un adulte devant un enfant en pleurs dévoile la nature du rapport entre divertissement et consolation. Le divertissement associe la consolation à l'oubli du malheur. La positivité de la condition humaine se révèle dans le fait que l'enfant oublie très vite la cause de ses larmes. Divertissement et consolation manifestent le pouvoir et les vertus de l'oubli. Savoir, c'est aussi oublier. La consolation permet de surmonter l'horreur du néant, en apprivoisant l'oubli. Cependant, la consolation elle-même aussi s'oublie puisqu'elle se vit au présent. On se souvient rarement d'avoir été consolé, si bien qu'aucune consolation ne paraît jamais définitive. Qui peut se consoler d'avoir à jamais perdu son enfance, cet âge admiré précisément parce qu'on s'y consolait si vite? On a trop de mémoire et on se plaint d'en manquer, on redoute l'oubli et l'oubli nous sauve. La suprême consolation réside peut-être dans l'oubli de l'oubli. La situation matricielle d'un adulte consolant un enfant se répète en de multiples formes. L'enfant continue à vivre dans l'adulte, lequel doit donc lui aussi être consolé. Un homme, une femme, un adulte pleure. L'adulte ressemble à un enfant, revient à chaque fois vers l'enfant. La similitude des états de chagrin tend à l'effacement des différences entre les âges. Mais un adulte ne pleure pas sans de sérieuses raisons. La cause de ses larmes ne saurait être banale comme chez l'enfant, dont chacun sait qu'il pleure pour un oui, pour un non. Le spectacle d'un adulte en larmes advient rarement en public. La condition d'adulte implique le contrôle des émotions, la réserve, la pudeur. La plupart n'extériorisent pas leurs larmes et n'avouent que rarement leur besoin de consolation. Lorsqu'un adulte pleure, l'humanité entière est appelée à jouer le rôle de la mère. Le chagrin le plus profond pousse l'exigence de socialité à son maximum. Mais la consolation s'avère beaucoup plus laborieuse qu'avec l'enfant. L'adulte résiste à la consolation d'autant plus qu'il en a besoin.
C'est pourquoi les sociétés travaillent à empêcher l'expression libre du chagrin chez l'adulte, ou cherchent à canaliser cette expression dans les moules préformés de la culture. Elles placent préventivement le divertissement sur le chemin du chagrin. Un sentiment appris de honte oblige l'adulte à pleurer en cachette et en silence, dans l'indécence de la solitude. Il dissimule ainsi un énorme besoin de consolation, non moins impérieux que celui de l'enfant et beaucoup mieux fondé. L'humanité pleure. Serait-ce qu'elle est encore dans l'enfance ? Dans maints systèmes de pensée, l'existence humaine ne se conçoit que comme une vallée de larmes. Ce que traduit la belle concision du pessimisme oriental, l'homme naît, il souffre, il meurt. À partir de cette image dévalorisante, la plupart des civilisations ont inventé des cultures de consolation, où le divertissement tient la part déterminante. Tous les pouvoirs tendent à infantiliser l'humanité, afin de lui faire accepter la consolation par le divertissement. L'homme de douleur est renvoyé à l'enfance, et à son irresponsabilité relative de citoyen mineur. Le besoin de consolation sert d'alibi à toutes les servitudes imposées. C'est pour répondre aux besoins illimités de la consolation que le monde tend à se présenter sous l'aspect d'un pur spectacle. L'art de gouverner, synthèse de persuasion et de répression, oscille entre art de divertir et processus consolateur, tout pouvoir se réduisant à des techniques de diversion. Le divertissement consolateur est recommencement perpétuel du monde, dramaturgie de l'origine, manipulation démagogique des genèses. De l'enfant à l'humanité adulte infantilisée, se légitime la politique universelle de la consolation. Ce qui vaut pour l'individu s'applique aux masses. Dans la capacité de fiction née de l'amour inconditionnel d'une mère, se joue le destin humain sous les formes contradictoires et complémentaires du divertissement et de la consolation. 3. Infantilisation et immortalité. L'enfant est consolation suprême. On met un enfant au monde pour s'immortaliser dans un être qui nous ressemble et nous continue. Pas de malheur plus grand que la perte d'un enfant, preuve que l'irréparable existe. L'enfant vit dans le jardin d'Éden, il ne se sait pas encore mortel. Il vient à la vie chargé de notre désir d'immortalité, en garant de la perpétuation infinie de l'espèce. Par sa croissance démographique continue, l'humanité montre qu'elle entend persévérer dans son être. La reproduction humaine vise donc à gagner l'immortalité par récurrence mathématique. On se recommence et on se perpétue dans un enfant, qui lui-même poursuivra cette chaîne vive qui nie la mort tout en l'acceptant. Tout enfant paraît au monde auréolé de merveilleux, parce qu'on reconnaît en lui le messager de l'infini. Négation en acte de la mort, la naissance est l'antimort par excellence, victoire sur le néant, consolation parfaite. L'enfant est Dieu, roi, tyran. Nous le servons avec passion et reconnaissance. La plupart de ses attributs font de lui l'acteur principal de la consolation. Innocence et spontanéité, fragilité et disponibilité, promesse et potentialité. Il représente aussi une forme universalisante de divertissement. Le petit être qui joue sous nos yeux, insouciant de l'heure et inconscient du lieu, nous prolonge miraculeusement dans le temps et dans l'espace. Par sa pure joie d'exister, ce voyageur du cosmos tombé dans le théâtre intime de la famille nous apprend à vivre lucidement et à mourir sereinement. L'enfant concrétise une promesse d'immortalité limitée mais certaine. Savoir que grâce à lui, on va faire éclater les limites de sa propre vie, est une consolation plus raisonnable que de rêver pour soi d'une survie dans un improbable au-delà. De toutes nos divinités, l'enfant est la plus accessible. Derrière l'enfant se profile l'espèce, dans chaque naissance se joue le pari renouvelé de l'immortalité. Je suis le fils de centaines de milliers d'ancêtres, et je me perpétue au siècle des siècles en m'incarnant dans des centaines de milliers de descendants. L'enfant nous apporte l'illusion bienfaisante que la reproduction pourrait ne jamais s'interrompre. Il nous permet d'imaginer que lorsque le soleil s'éteindra dans des millions d'années, l'humanité immortelle s'en ira coloniser de nouvelles planètes inhabitées dans l'univers illimité. Par l'enfant qui est en nous et par celui qui nous succède, nous pouvons nous penser comme immortels et infinis. Grand réflexe de consolation opposé au scandale de la mort, l'idée de l'immortalité a produit la plupart de nos mythes et fictions. L'aspiration à l'immortalité est le noyau dur de toutes les constructions religieuses, mais également l'aiguillon de la recherche scientifique.
Comme s'il était impossible pour la conscience d'accepter passivement les limites de la vie biologique. On cherche furieusement à échapper à la dégénérescence de nos cellules. On mobilise l'imagination, on invente les dieux, les arts, les sciences. On se révolte, on postule hardiment l'immortalité, on se console, on se divertit. Selon Platon, nous répondons au désir d'immortalité de deux manières. La plus élémentaire consiste à concevoir des enfants, l'autre manière, plus noble mais plus difficile, réside dans la création des œuvres. Dans les deux cas, la quête de l'immortalité tend à satisfaire le besoin de consolation. Qu'il soit donné par la religion, par l'enfantement ou par les œuvres, le sentiment d'immortalité représente sans doute la forme la plus élevée et la plus complète de la consolation. Celui qui se croit immortel est pénétré d'une joie si profonde que les avanies du monde ne l'atteignent plus. Il vit dans une sorte d'auto-intoxication par l'infini. Le succès de la mythologie chrétienne repose sur cet effet puissant d'une consolation qui libère du besoin de consolation. La consolation par les œuvres est la motivation profonde de l'inventivité des artistes et des savants. L'œuvre nie le temps en le piégeant dans la forme, et à travers le développement esthétique ou scientifique d'une vérité manifestée comme universelle et éternelle. Artistes et savants se substituent aux individus dans leur lutte contre le temps destructeur. Ils sont les délégués de l'espèce sur le front de la consolation. Dans le noyau de sens de toute œuvre humaine apparaît nécessairement la consolation. L'impossible immortalité est le dieu caché de l'art, et le démon ludique de la science. Les œuvres et les travaux réussis agissent comme des composés de divertissement et de consolation. À l'immortel enfant, nous empruntons plus ou moins consciemment nos règles et nos comportements. Mais cela ne nous arrange pas, nous aimerions autant lui ressembler que nous en distinguer. L'enfance est notre piège intime, notre mythe portatif du temps sous la forme du paradis perdu. La nostalgie de la jeunesse forme le ciment du pouvoir qui maintient l'humanité dans l'enfance. Le besoin d'immortalité est canalisé dans l'infantilisation par les techniques de domination, recourant d'une main à la terreur, et de l'autre au divertissement et à la consolation. Pour consoler l'enfant, on le divertit par la diversion. On détache l'attention du malheur et de la souffrance et on la détourne vers un point de fixation, qui peut être une musique, un geste, une parole, une image en mouvement. Dans la consolation de l'enfant, se réalise la combinaison optimale du divertissement et de la consolation. Les deux concepts convergent et s'accordent au réel en célébrant le mariage idéal de l'abstrait et du concret. La société généralise ce modèle et traite l'adulte comme un enfant qu'on divertit pour le consoler. La transposition abusive des réflexes psychiques de l'enfant vers le monde adulte pervertit la société civile et la fait régresser. La culture de masse infantilise en valorisant l'inachevé, le vagissement esthétique, la pensée préconceptuelle, l'idéologie du balbutiement et du brouillon, l'irresponsabilité romantique, l'immaturité transformée en vertu, l'homme potentiel plutôt que l'homme réel. L'enfance artificiellement prolongée vise à produire l'oubli de la mort. On fait si bien que l'homme ne parvient jamais à se lever dans l'homme. L'infériorité sociale est abusivement justifiée par l'infantilisme supposé des faibles. En réalité, l'infantilisme des peuples est un produit de la domination. Les dominants, nations ou classes, maintiennent les dominés dans un artefact frelaté de l'enfance. Tout est fait pour que l'adolescence mentale perdure jusqu'au seuil de la vieillesse, où nous menace le retour à l'infantile. La dictature du divertissement réduit l'humain à sa portion naissante. Une innocence factice crée le fond de naïveté sur lequel peuvent prospérer les prédateurs de l'espèce. Le monde est aussi simple qu'une fable de La Fontaine. La culture de masse célèbre l'âge adulte comme le but suprême, tout en empêchant son avènement par la coercition et la séduction. Se mettre au niveau des masses, c'est toujours infantiliser, prendre les choses au plus bas, au plus niais, au plus simpliste, c'est vulgariser l'existence dans les deux sens du terme, la simplifier jusqu'à la trahir et la rendre vulgaire. Le discours du divertissement est double. Culpabilisation par les morales répressives d'un côté, nous sommes tous les enfants de Dieu le Père. Irresponsabilisation par le relativisme et la confusion des valeurs de l'autre. Les 4 âges de la vie amalgamés en un seul âge composite, qui fait de chaque individu un bâtard du temps. L'enfant, l'adolescent, l'adulte et le vieillard ont droit au même traitement irrespectueux,
subissent les mêmes manipulations. Le geste de consoler un enfant se reproduit à une échelle de masse, dans des dispositifs culturels très sophistiqués. Le gaspillage généralisé du consumérisme apporte la consolation d'un faux paradis au prix d'une réduction des exigences spirituelles de l'espèce aux besoins les plus élémentaires. Force est de constater que lorsqu'elle se résume au divertissement consolateur, la culture de masse est la négation de la culture. On admet communément que l'enfant n'a pas encore acquis le sens de la vraie valeur des choses. L'idéologie étend ce déficit de sens à l'adulte par les procédures de la publicité et du spectacle, en mélangeant les valeurs jusqu'à les relativiser totalement. On finit par croire qu'un objet peut s'échanger contre une vertu, que tout peut s'équivaloir, qu'une maison ou une voiture remplace avantageusement l'amour. L'illusion de l'échangeabilité généralisée façonne les consciences dans le sens des intérêts du modèle marchand totalitaire. Toute publicité combine astucieusement des procédés hautement artistiques, avec de basses besognes d'infantilisation. Les gestes de la consolation enfantine sont partout reproduits dans l'espace public de la communication. La mystification est la règle occulte du monde transparent des marchandises. L'aspiration au bonheur est flattée par le divertissement consolateur, en même temps que niée par les actes de la consommation culturelle. Tout ce qui devrait rassembler la communauté finit par isoler les individus. Le partage des émotions promis par la société du spectacle renvoie les sujets à une stérile et désastreuse solitude. Le mythe de la jeunesse masque l'impossible prolongation de l'enfance. L'énergie de la jeunesse est partout mimée pour mieux être niée. Ce qui est en jeu dans l'infantilisation, c'est la prolongation jusqu'à la vieillesse et la mort de l'état de dépendance obligé qui caractérise l'enfant. Les appareils idéologiques chantent l'autonomie tout en produisant l'absence d'autonomie. Enfance et jeunesse donnent prétexte à la domestication de l'humanité. Société d'enfants et de vieillards, où les spectacles ont pris le relais des religions dans les processus d'infantilisation qui perpétuent les formes archaïques du pouvoir. Le fait que les sociétés de contrôle du nouveau millénaire utilisent des processus d'infantilisation fondés sur le dévoiement de l'aspiration commune à l'immortalité ne doit pas conduire à penser que tous les individus mondialisés sont maintenus au stade infantile. Il s'agit d'une tendance, d'une tension à l'intérieur d'un champ sociologique global. Les degrés d'infantilisation varient avec les statuts sociaux, les nations, les cultures, les continents. De plus, les classes dominantes échappent très largement à l'infantilisation qu'elles produisent. On peut comprendre l'infantilisation comme une métaphore appliquée à l'histoire. Emmanuel Kant formulait le programme des Lumières, en disant que l'humanité avait pour tâche de sortir de l'enfance. Beaucoup de chemin reste à parcourir. La thèse de cet essai vise à montrer que pour sortir de l'enfance, il faudrait rompre avec la logique du divertissement et de la consolation. 4. Le manège des concepts. Considérer divertissement et consolation comme des concepts philosophiques engage à les comparer, à juxtaposer leur champ d'application et leur signification respective pour tenter de dégager un modèle d'explication de la passivité humaine sous la domination. À partir de l'intuition initiale d'un lien essentiel entre ces concepts, je cherche à dessiner les schémas possibles de leur dynamisme réciproque, afin de mettre en évidence des effets et des processus inaperçus par l'intelligence séparatrice du sens commun. Quelque chose se trouve dissimulé dans le divertissement. Je prétends établir que c'est précisément la consolation. Pourquoi cette dissimulation ? En fait, l'action consolatrice du divertissement n'est pas vraiment niée, elle est explicite pour Pascal, mais bien plutôt occultée. Sous la forme épistémologique d'une comparaison, tout se joue dans la conjonction « et », qui associe divertissement et consolation, et qui pose implicitement l'hypothèse à vérifier d'une dualité de concepts. Divertissement et consolation présentent des statuts conceptuels particuliers, à la limite de la notion de concept. Ils décrivent en effet des processus vivants difficilement conceptualisables. Ils empruntent successivement les figures de feux follets, de démons, de simulacres, de dogmes, de catégories, d'artefacts, de ludions, d'objets virtuels. Ils sont frappés d'irréalité dans le moment même où ils témoignent au mieux de la réalité. Dans l'apothéose de leur conjonction, divertissement et consolation paraissent un moment résumer le principe du monde, puis s'évanouissent l'instant d'après comme des rêves.
Facétieux concept. Leur balai chaotique et discontinu confère à la vérité un caractère de scintillement, où les échanges incessants entre le clair et l'obscur interdisent à l'esprit de fixer une théorie cohérente. Leur manège imprévisible, pour improductif qu'il soit sur le plan scientifique, n'en est pas moins roboratif et divertissant. Et voilà qui me console de n'avoir pas trouvé une clé qui fournirait la compréhension complète du monde. Penser, c'est se limiter, puisque cela consiste à choisir des objets de pensée. Je choisis par goût un couple de concepts, et je m'efforce de les faire tourner dans un manège discursif alimenté par l'imagination. La dualité formelle divertissement-consolation constitue d'abord une limite, une barrière, un carcan, une réduction. Mais c'est aussi un confinement utile, un noyau intellectuel, un centre géométrique, un point de coordonnées nettement défini dans un plan rationnel, d'où la réflexion peut irradier dans tout l'espace mental à partir de son hypothèse base. Je propose l'embarquement dans une dualité de type ludique comme dans un vaisseau spatial intellectuel, pour un voyage à l'itinéraire improbable, pour une chasse au trésor ironique et jubilatoire qui est elle-même divertissement et consolation. La tradition philosophique regorge de couples fondamentaux, esprit-matière, corps-âme, transcendance-immanence, essence-apparence. Le fonctionnement même du langage est marqué par le principe de la dualité, forme-contenu, signe-référent, signifié-signifiant. La pensée ne semble pouvoir marcher que sur deux jambes, par paire, par couple, par dualité. Sur le plan de la comparaison de concepts binaires, nous bénéficions d'une énorme expérience, dont les diverses philosophies constituent à la fois le procès-verbal rationnel et le témoignage sensible. Un essai qui vise à la comparaison de deux concepts ne saurait donc inventer de toute pièce sa méthode, mais s'inspire nécessairement d'une longue tradition de la pensée du deux. Le monde est-il régi par deux principes ou par un seul ? La tradition philosophique a donné forme à deux réponses possibles. La pensée de l'un s'est développée à partir de Parménide en divers monismes, dont le matérialisme est à mes yeux le plus important. La pensée scientifique est un monisme. D'autre part, la pensée du double monde, initiée par Platon, se prolonge dans les formes dualistiques de la métaphysique, et fonde la plupart des religions. On pourrait aussi évoquer l'opposition entre le 2 et le 3, entre la pensée duale et la pensée trinitaire. Il faudrait alors se demander s'il existe un troisième terme entre divertissement et consolation. Outre la notion de dualité, avec ses connotations dialectiques, le concept de temps paraît déterminant pour l'analyse du rapport entre divertissement et consolation, aussi bien que pour la définition de chacun des termes. Un divertissement sert fondamentalement à faire passer agréablement du temps, à relativiser presque jusqu'à l'oubli notre conscience du temps. Le lien du temps à la consolation est encore plus évident, le temps étant l'instance consolatrice par excellence. Qu'est-ce qu'un concept philosophique ? Divertissement et consolation peuvent-ils prétendre à ce statut ? Un concept est une idée abstraite et générale, une construction de l'esprit sous laquelle on peut unir divers éléments particuliers. Pascal a construit il y a 4 siècles un concept de divertissement qui conserve aujourd'hui sa pleine validité en compréhension, et s'est considérablement développé en extension dans la société dite du spectacle. Nous verrons plus bas comment l'écrivain Stig Dagerman a entrepris de construire un concept de consolation, susceptible de décrire le destin humain. En tant que concept, le divertissement est ouvert, avoué, extraverti, tandis que le concept de consolation demeure plus caché, presque toujours masqué. Divertissement et consolation sont des modes du temps, des opérateurs qui agissent essentiellement sur la perception du temps. En tant qu'art de vivre aussi bien que comme théorie, la philosophie a partie liée avec la consolation nettement plus qu'avec le divertissement. Rarement divertissante, soumise à l'esprit de sérieux qui découle de la quête de la vérité, la philosophie se présente comme l'antidivertissement par excellence. Elle est par contre souvent consolante, à tel point qu'on peut la confondre avec la consolation, surtout lorsqu'elle prend la forme pratique d'une sagesse. Sortis de leur origine sémantique et de leur strict noyau de signification, les concepts de divertissement et de consolation peuvent être soumis à une extension sociologique par métaphorisation et par généralisation. L'extension de leurs champs respectifs d'application rapproche les deux concepts en créant des éléments nouveaux de contiguïté. Ce double élargissement ne résulte pas d'un postulat théorique,
mais d'une observation des phénomènes où les deux concepts sont réellement impliqués. La comparaison des concepts dans leur domaine spécifique d'application laisse apparaître, outre une intersection foisonnante, une nature paradoxale et asymptotique. Examinons les paradoxes d'abord. En première analyse, la douceur de la consolation semble s'opposer à la violence du divertissement. De même, le caractère intime de la consolation contredit la définition toute sociale du divertissement. Mais les deux concepts ont trait au lien humain. Dans leur zone d'application commune s'opère la synthèse du privé et du public. La consolation divertit par l'ouverture vers la socialité. Le divertissement console au plus intime à travers des processus de partage des émotions. Autre paradoxe, être consolé, c'est n'avoir plus besoin de consolation. De même, être diverti, c'est n'avoir plus besoin du divertissement. Ainsi l'enfant qui s'arrête de pleurer, distrait de son chagrin par quelque chose qui l'amuse ou l'intrigue. Il en est pareillement de l'effet bienfaisant de tous les gestes de compassion. Mais être consolé sur un point ou sur un certain plan, ce n'est pas l'être globalement. Tout comme pour le divertissement, dont les effets sont cependant moins partiels et localisés que ceux de la consolation. Si on en croit Dagerman et Pascal, et ainsi que le montre l'expérience quotidienne de chacun, il n'existe pas de consolation définitive, ni de divertissement complet ou absolu. C'est plutôt le contraire qui semble vrai. La plupart des êtres demeurent à jamais inconsolés, tout en niant par toutes sortes de ruses le noyau infracassable d'inconsolation qui est en eux. Seule une minorité avoue leur inconsolation fondamentale, et en tire l'énergie d'une révolte contre la nécessité. Toute consolation apparaît donc dans sa phénoménologie comme éphémère et provisoire, aussi fragile et fugitive qu'un battement de paupières. La consolation est toujours à recommencer. L'homme est un Sisyphe de la consolation, travail qu'il accomplit dans la répétition des divertissements. Comme une faim qui revient après avoir été apaisée, on a toujours besoin d'une nouvelle consolation. Aucun divertissement ne peut épuiser à lui seul le besoin de divertissement, lequel est produit par le divertissement lui-même. Il faut donc toujours plus de consolation et de divertissement, toujours plus de conduite consolante et divertissante. D'où le caractère asymptotique des concepts. La société tend vers la consolation sans jamais l'atteindre, le divertissement s'inachève dans l'indéfiniment perfectible. Le divertissement est une mémoire qui produit de l'oubli. La consolation est un oubli qui produit de la mémoire. En se rapprochant de l'infini sur l'asymptote, les deux concepts deviennent d'inséparables jumeaux. Dans cette partie du champ sémantique où ils tendent à se confondre, on découvre l'effet parfaitement consolateur du divertissement, ainsi que la pure diversion qu'opère la consolation. Les deux concepts s'instrumentalisent l'un l'autre. La consolation se sert du divertissement comme d'un moyen, et réciproquement. La corrélation des concepts devient parfaitement complémentaire. On trouve cette relation in abstracto dans la philosophie de Blaise Pascal, qui développe à son maximum l'extension du concept de divertissement, le poussant jusqu'à l'oubli de la mort. Le christianisme a placé la consolation au centre vif de sa doctrine. Le divertissement appartient au diable, et la consolation à Dieu. L'Église, qui est elle-même un divertissement qui s'ignore, mettra toujours le divertissement du côté du démoniaque et la consolation du côté de l'amour divin. Mais pour celui qui refuse d'être dupe du mythe chrétien, Dieu et diable appartiennent à la même fantasmagorie. Sous l'illusion religieuse se dévoile l'identité des concepts de divertissement et de consolation. De ce point de vue, Dieu est parfaitement identique au diable. C'est bien ce que prouvent les opérations quotidiennes concrètes du divertissement et de la consolation. On voit ainsi que le champ d'application des deux concepts couvre tout le domaine de l'humain. Divertissement et consolation sont deux piliers de l'anthropologie descriptive de l'homme civilisé. Notre essai sur le fonctionnement de la culture prend de ce fait l'orientation d'une recherche sur la fonction des arts du spectacle, et de leurs dérivés par extension technique et par bricolage idéologique, dans l'économie psychique de la survie humaine. La société est structurée de manière à nous faire croire que nous pouvons tout connaître, mais elle ne produit cette croyance que pour mieux nous séparer de l'essentiel, qui est pour moi la connaissance vraie des mécanismes de la domination. Cette apparente ouverture dissimule une tromperie propre à l'étalage infini de la culture.
Le nouveau mythe d'Internet vient renforcer la traditionnelle illusion encyclopédique. Tout savoir, c'est ne rien savoir. Théoriquement, on peut accéder à un maximum d'informations en se branchant sur le réseau mondial. Mais le corpus des connaissances se présente en vrac, dans une diversité obscurcissante et stérilisante, trop contradictoire, trop bariolée pour être utilisable comme un pouvoir. La vérité ne s'y manifeste que noyée dans les chatoiements de 1000 mensonges. Aucune science certaine ne fournit un moyen d'opérer un tri dans ce fouillis programmé pour l'égarement et la confusion. Quel cerveau peut traiter dans un temps raisonnable, c'est-à-dire le temps qui permette le retour à l'action, une quantité aussi phénoménale d'informations ? D'où il apparaît, nouveau paradoxe, que dans un premier temps, cette encyclopédie électronique à portée de main ne sert qu'à vérifier l'impuissance commune sur le cours des choses. Bientôt on se dégrise, on aperçoit à travers la profusion les creux, les tabous, les zones noires dissimulées dans le scintillement des savoirs pseudo-partagés. Les arcanes du fonctionnement réel de l'économie mondiale, dont toute vie dépend, demeurent impénétrables, ensevelies sous les ouvrages des experts et des prix Nobel. On devine que les décisions politiques qui engagent le destin de l'espèce se prennent en dehors du champ de communication du village planétaire. On voit aussi que l'expression de McLuhan est de moins en moins une métaphore, qu'il s'agit bien d'une sorte de village gigantesque, unifié par la mondialisation, mais prolongeant son esprit de clocher à l'échelle terrestre, avec ses rivalités sordides dans le clan humain, ses coups bas et ses médisances mortelles, son climat d'hypocrisie et de suspicion généralisée. Ce retard de la conscience collective sur le mouvement réel nous apprend que le monde est un univers tragique, décalé. Tout nous pousse vers les impasses commodes du pessimisme et du cynisme, vers la position fataliste qui conforte les pouvoirs, vers l'esthétique de la décadence qui est la consolation intellectuelle du siècle. La culture du nouveau millénaire peut se définir comme une mise à mort incessante de l'espoir sur le mode de la délectation morose. Mais des cendres de cette culture jaillit en permanence avec une identique obstination la renaissance d'un espoir à nouveau naïf et vierge. Plus que jamais dans l'histoire humaine, il semble qu'on puisse aujourd'hui tout espérer, tout oser, et parier le maximum sur l'avenir humain. Le philosophe Walter Benjamin ne disait-il pas que c'est par ceux qui sont sans espoir que l'espérance nous est donnée ? En tant que système global des comportements et des mentalités d'une communauté, la culture se transforme radicalement sous l'effet de la généralisation des processus de divertissement à visée consolatrice. Les vecteurs fondamentaux de cette conversion sont le divertissement et la consolation, forme paradoxale de la terreur, élément travesti du processus de contrôle de la société par la minorité planétaire qui dirige le mouvement historique au cœur d'un processus civilisateur contradictoire, lequel développe à l'infini les techniques et fait régresser les rapports humains dans la logique univalente de l'échange marchand. La maîtrise idéologique des cœurs et des cerveaux s'appuie de plus en plus sur la culture dans toutes les parties du monde. Soit que la culture se substitue à la religion dans sa fonction intégratrice, surtout dans les pays riches, soit au contraire que la religion tende à absorber la culture dans les pays pauvres, où l'intégrisme se pare de l'alibi politique d'une pseudo-résistance à l'ordre mondial. Mais la logique de l'unification capitaliste est toute puissante et irréversible. Sa victoire sans partage se parachève spectaculairement dans la chute des bureaucraties totalitaires du bloc de l'Est pseudo-communiste. On assiste partout à la transformation de la culture en mythe, dont elle prend progressivement les formes et les valeurs. Soit on observe un retour pur et simple des mythes archaïques les plus barbares, qui sont le signe inquiétant d'une décivilisation du monde, soit la constitution de mythes nouveaux venant remplacer le mythe du progrès sérieusement mis à mal par les crises capitalistes. C'est ainsi que la dynamique culturelle nie la culture, la voit s'asphyxier elle-même à mesure que croît son importance. Ce retournement est radical, puisque la culture, si elle repose d'abord dans sa genèse sur les mythes, n'a pris dans l'histoire une valeur positive et progressiste qu'en s'émancipant des mythes précisément. La culture est synonyme de liberté lorsqu'elle est essentiellement démythification. Au lieu de cela apparaît une version dégradée du mythe, une sorte de caricature du mythe, tout emplie de la nostalgie de la pureté des anciens mythes, qui est l'actuelle culture mondiale contemporaine, composée bâtard de divertissement et de consolation. 5. La double praxis. Divertir et consoler, se divertir et se consoler.
Ces activités peuvent s'entendre selon les deux modes du verbe. Mode réflexif, on se replie sur soi, mode transitif, on se tourne vers les autres. Mais la consolation solitaire tend à l'exception. La double praxis du divertir et du consoler s'inscrit dans l'univers du lien social, plutôt que dans celui de l'individu isolé dans l'onanisme ou dans l'autisme mélancolique. L'existence des non-divertis et des non-consolés se caractérise par la perte du lien à l'espèce, par la mise en marge du mouvement général. Le retour des exclus vers l'humanité s'opère toujours par le divertissement et par la consolation. Divertir et consoler, technique au sens d'Aristote, c'est-à-dire savoir-faire, compétences pratiques. Activités parentes qui parfois se mêlent indistinctement, parfois se séparent nettement. La distribution variable de leur importance réciproque obéit à une logique bipolaire, dont l'un des pôles est rarement totalement absent. Aucun divertissement réussi ne paraît concevable sans une forte dose de consolation. Divertir console assurément. À l'inverse, on trouve peu de consolation sans recours aux procédures du divertissement. Consoler ou être consolé divertit. Le dosage des composantes de la double praxis varie avec les situations concrètes. Chaque cas de figure présente une configuration originale de divertissement et de consolation. Le divertissement est la partie la plus spectaculaire, l'action avouable, souvent la seule visible. Honteuse et secrète, la consolation s'y dissimule plus ou moins habilement. Entre divertir et consoler, pas de symétrie parfaite ou stable, mais une sorte de complémentarité dynamique, où les deux actions se renforcent l'une par l'autre. Le divertissement console à une échelle de masse, par exemple dans les jeux télévisés. Dans l'autre sens, la consolation divertit d'une manière plus mesurée, plus privée. Si la fonction centrale du divertissement est la consolation, le divertissement n'est pas le vecteur unique de la consolation. On peut consoler et se consoler, sans nécessairement recourir aux formes sociologiques du divertissement. Mais cette possibilité est minorée par la société du spectacle, où divertissement et consolation tendent à se confondre dans le même module de manipulation psychique. L'interrelation entre divertissement et consolation traverse et anime toutes les manifestations vitales de la culture. Art et sciences ont pour objectif commun de divertir et consoler, grâce à des composés diversement dosés selon les groupes sociaux visés. Les arts visent à la production du plaisir et les sciences à l'amélioration du bien-être. La technique est ambiguë, elle rend possible aussi bien la destruction de la planète que l'émancipation des individus de la servitude du travail aliéné. Gouverner, c'est divertir et consoler. Pris dans son sens pascalien, le divertissement sert à empêcher les gens de partager réellement le pouvoir. La fiction démocratique est le comble du divertissement. Tous les gouvernements échouent à consoler au sens de Dagerman, ils ne réussissent au mieux qu'à divertir. Les pratiques compensatoires proposées par la politique sont de fausses consolations. La vraie consolation est renvoyée à l'utopie, définie non comme but, mais comme forme sociale à jamais inaccessible à l'homme. Se donnant ainsi la marge de l'infini, le besoin de consolation assure son avenir politique. Divertir et consoler, ce n'est donc pas tout à fait la même chose. La réciprocité fonctionnelle des concepts n'est que partiellement symétrique au niveau phénoménal ou événementiel. J'ai déjà montré que la consolation, honteuse d'elle-même, a tendance à se dissimuler dans le divertissement. Lorsqu'on divertit, on console le plus souvent sans le savoir. Nos mythologies spectaculaires sont orientées vers la consolation subliminale. L'abondant besoin de consolation produit par la déception sociale ne peut être satisfait directement, car la société y révélerait son essence mensongère. Il faut donc le détour et les ruses du divertissement. Le divertissement sert à consoler la majorité des perdants au jeu truqué des élus et des exclus, et à maintenir opaque la conscience que les dominés ont de leur propre réalité. Refuser les consolations du divertissement, c'est s'exposer à la plus haute des solitudes et à la plus aiguë des souffrances. Accepter ces consolations, c'est rentrer dans le troupeau des foules résignées à leur sort inacceptable. La consolation par le divertissement rend la souffrance supportable au prix d'une capitulation irréversible, dont le déficit moral est colossal. Même dénoncé par quelques esprits forts, le grossier système de la double praxis du divertir et consoler continue à fonctionner cas
Parce que chacun choisit une souffrance moindre, l'ivresse plutôt que la conscience, l'oubli plutôt que la connaissance, l'isolement plutôt que la communauté. Le caractère globalement déceptif de la vie dans la société inégalitaire a des fondements biologiques et sociaux. D'une part, comment accepter l'idée qu'il nous faut mourir, que la conscience va s'éteindre et le moi se dissoudre? Que d'inventions triviales ou sophistiquées les cultures n'ont-elles pas produit pour répondre à cette angoisse? Une bonne partie de ces trouvailles peut se ranger dans le chapitre divertir et consoler. Les actes humains semblent dictés par la perspective de la mort. On l'oublie dans le divertissement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.